Du journal. À la une de l'actualité, le chiffre du jour, 700 milliards de francs CFA actuellement dans les caisses de l'État. C'est une révélation du ministre de l'économie et des finances pour qui le Sénégal n'a pas de problème de trésorerie. Unité 12 et CSD Parcelles Assainies, des quartiers durement touchés par une longue pénurie d'eau. Les populations sont restées 2 mois sans le liquide précieux, une situation difficile qui fait toutefois l'affaire des charretiers. Mieux vaut tard que jamais, l'État du Sénégal va bientôt valoriser le patrimoine archivistique de Sembène Ousmane. C'est pour permettre aux Sénégalais de mieux connaître la production cinématographique de ce grand cinéaste. Le porte-parole du gouvernement a fait cette annonce à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des archives. Match de préparation de la Coupe du Monde Russie 2018, le Sénégal s'incline devant la Croatie. 2-1. Les Lions avaient pourtant ouvert le score. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM alors que la polémique sur la tension financière enfle. Amadou Ba est monté au créneau pour rassurer l'opinion publique. Le ministre de l'économie et des finances soutient que le Sénégal n'a pas de problème de trésorerie. Il annonce même ce chiffre, 700 milliards de francs CFA actuellement dans les caisses du Trésor. Alassane Ba, Diafaraba. Assurance et précision. Nous n'avons pas aujourd'hui de problèmes de trésorerie. À la date d'aujourd'hui, au niveau du Trésor, nous avons au moins 700 milliards. Entouré de ces différents services, question de transparence, le ministre de l'économie et des finances présente la situation des comptes financiers de l'État à la date 17 juin 2018. Nous avons payé aux entreprises 652 milliards. Nous avons payé en service de la dette 391 milliards, en infrastructure 182 milliards, en agriculture 60 milliards, dont 47 milliards au titre de la campagne arachidière. En bourse, effectivement payé 30 milliards. Sur le PUDC, 15 milliards 400. Les collectivités locales, 37 milliards contre 26 milliards. Pour les ressources mobilisées, 2194 milliards et les injections de liquidités jusqu'ici 1510 milliards, ce qui veut dire donc qu'environ 700 milliards sont dans les caisses de l'État. Mais comment disposer de ces ressources et ne pas respecter certains engagements? C'est peut-être au niveau du budget où effectivement nous avons quelques contraintes dans le courant de l'année 2017, notamment sur le second semestre. Le baril du pétrole a beaucoup augmenté et le pétrole, c'est 20% à peu près de nos recettes fiscales. C'est donc clair, pas de tension financière selon Amadou Ba, 45,81% d'exécution sur le budget de 3 700 milliards voté pour 2018. Le ministre de l'économie donne rendez-vous la semaine prochaine, même exercice avec la direction générale du budget. Les établissements privés de l'enseignement supérieur auxquels l'État du Sénégal doit une dette de plus de 15 milliards de francs CFA doivent encore garder leur mal en patience avant de rentrer dans leurs fonds. Le ministre des Finances explique pourquoi. Même peut-être à l'insu du ministre de l'enseignement supérieur que des étudiants soient inscrits et que les factures reçues par ce ministère dépassent l'inscription budgétaire. C'est possible. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas accuser le ministère ou autre chose. Je dis c'est possible. Mais nous avons un obstacle juridique qui est là. C'est devoir faire face à une dépense qui n'est pas inscrite pour l'heure dans le budget. Et c'est pour cela que je salue l'attitude du ministre de l'enseignement supérieur qui a reçu les écoles privées hier pour trouver une solution à cette situation. Compte rendu nous a été fait. Les instructions de M. le Président de la République vont être mises en œuvre. Et en relation avec mon service, avec mon collègue en charge de l'enseignement supérieur, nous nous retrouverons dès ce lundi pour essayer de trouver une solution à cette question douloureuse. Les 5 milliards qui ont été inscrits dans le budget ont été payés.
Malheureusement, on a inscrit beaucoup plus d'étudiants dans ces cycles. Et aujourd'hui, on est peut-être à 16 milliards qu'il faut peut-être regarder, ce qui justifie ces 16 milliards. Mais dans tous les cas, nous procéderons au paiement. Nous prévoyons d'aller à l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour une loi de finances rectificative. Parce que lorsque l'environnement change, il faut changer un peu les priorités du budget. En tout cas, la Fédération nationale des établissements privés de l'enseignement supérieur campe sur sa position. Pas question de suspendre le mot d'ordre de grève tant que l'État n'est pas passé à la caisse, malgré les assurances également du ministre de l'Enseignement supérieur qui a reçu l'organisation. Nous écoutons à ce propos le vice-président de la FENAPES, il s'appelle Abbas Fall, interrogé par Maïmouna Ndiaye. Nous y rendant, nous avons fait une estimation de la dette. Et nous étions presque à 14 519 20 000 francs. Et le ministre, effectivement, a reconnu cette dette et nous a même donc, affirmé que la dette dépassait légèrement cela. Ça veut dire qu'au moins, ils reconnaissent le montant. Et nous saluons quand même la franchise du ministre par rapport à cela. Nous, on attend d'avoir le montant qui sera inscrit dans le budget. Et sur cette base-là, nous verrons quoi faire. Nous craignons qu'on nous affecte au montant dérisoire. Et ça, si ça se fait, nous ne pourrons pas l'accepter. Vous allez faire quoi? Non, de toute façon, nous, on se réunit le mercredi pour voir exactement ce que nous allons faire. C'est vrai, nous avons rencontré le ministre, mais nous n'avons pas suspendu le plan d'action que nous avions mis en branle. Nous vous parlions hier de cet arrêté du ministère du Commerce mettant en garde les cimenteries contre toute hausse du prix de la tonne de ciment, mais des commerçants ont fait fi de ces menaces des services de Alioune Sarr et continuent de vendre la tonne à 65 000 francs CFA. Voici un sujet signé Fatima Ba, les images Khadim Cissé. tool moom daa yokk tonne bu nekk 5 000 francs maa ngi dégg ñu ne dana wàññeekugul fi egseegul si ñun kon. La hausse du prix du ciment est bien réelle. L'arrêté de blocage des prix à leur niveau antérieur à la hausse est tombé dans l'oreille d'un sourd. Modou et Khalifa, deux quincailliers qui ne comprennent pas la démarche du ministre du Commerce. Les cimentiers se sont passés le mot pour une hausse du prix. Et franchement, je ne peux pas croire que le ministre ne soit pas au courant. Le gouvernement dit ne pas comprendre cette hausse. On nous parle même d'enquête. Et franchement, je n'y crois pas. Il faut donc débourser 5 000 francs de plus pour pouvoir disposer d'une tonne de ciment, une hausse qui n'arrange apparemment personne. Ce nouveau prix n'arrange personne. Le ciment est de plus en plus cher. C'est dire que certains Sénégalais n'auront jamais leur propre maison. Cette hausse sur le prix du ciment rend les choses plus compliquées. Pour nous détaillants surtout, les clients ont du mal à comprendre une telle situation. Au-delà du ciment, l'État doit revoir les prix de certains produits de la vie de cet homme. Ce qui me choque au Sénégal, c'est qu'on assiste toujours à des hausses de prix. On ne parle jamais de baisse. Ce n'est pas bien. Même le fer coûte très cher. Pour les quincailliers rencontrés, l'État du Sénégal a une part de responsabilité dans cette affaire. Le prix du fer également doit être revu à la baisse, ajoute-t-il. Justice, le procès des fraudeurs au baccalauréat 2017 de nouveau renvoyé au 21 juin. 4 des 33 prévenus n'ont pas comparu ce matin, un renvoi qui ne dérange pas leur avocat, Maître Bamba Cissé. Le motif est lié au fait qu'il y a des prévenus qui devaient figurer dans l'ordonnance de renvoi, c'est-à-dire le document qui saisit le tribunal. Malheureusement, ces prévenus ont été oubliés et donc ils n'ont pas pu être appelés dans le cadre de cette affaire-là. Alors même que dans les actes de poursuite, ils y étaient. Donc c'est la raison pour laquelle, pour faire simple, le parquet a demandé à ce que l'affaire soit renvoyée pour qu'il les amène et que leur nom puisse figurer effectivement dans l'ordonnance de renvoi. Donc c'est un motif très simple sur lequel nous sommes parfaitement d'accord parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement que la procédure soit accélérée afin qu'on ait un jugement rapide.
C'est également un des titres de cette édition. Les temps sont durs pour les populations des unités 12 et 16 des Parcelles Assainies, touchées par une longue pénurie d'eau. Leur calvaire a duré 2 mois, raison pour laquelle elles se débrouillent pour trouver ce liquide précieux. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye Khadim Cissé. 2 mois sans eau, fleurs fanées, factures salées. Madame Diouf dit en avoir marre de cette situation. Elle habite à l'unité 12 des Parcelles Assainies. Et le gars qui vient de relève des mètres cubes. Je lui dis d'où ça vient. Hein, c'est du vol pur et simple. Vous êtes incapable de nous fournir de l'eau, mais en plus vous nous volez, c'est grave. Regardez toutes ces bassines, tout ce qu'on a acheté toute cette eau. Et c'est ma fille qui me donne de l'eau à boire. Autre quartier, même décor. Nous sommes à l'unité 16. Ce robinet public draine du monde toute la journée. Les gens sont très fatigués dans ce quartier. Moi, personnellement, je me lève à 5 h du matin et je ferme le robinet après le crépuscule. Je vends de l'eau, certes, mais je partage cette souffrance avec les riverains. Ce véhicule des sapeurs-pompiers est arrivé à point pour soulager les populations. Je consomme l'eau de ce véhicule. Franchement parler, je n'ai vraiment pas le choix. La Sénégalaise des eaux indexées. Les populations des unités 12 et 16 des Parcelles Assainies ne veulent plus être bernées. Elles comptent organiser une grande mobilisation ce samedi, un rassemblement qui prendra fin à l'agence la plus proche. 450 000 tonnes d'oignons attendues sur le marché local cette année. Les producteurs rassurent les consommateurs à moins d'1 semaine de la célébration de la Korité. Le président du comité interprofessionnel des producteurs d'oignons a même ajouté que le prix au kilogramme ne va pas dépasser cette année 250 francs CFA. Il s'appelle Mamadou Ba, interrogé par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Cette année, on note une abondante culture de l'oignon. La population n'a pas à s'inquiéter pour les fêtes de Korité et de Tabaski. L'année dernière, nous avions cultivé 400 000 tonnes d'oignons et cette année, nous attendons plus de 450 000. C'est pourquoi nous invitons tous les producteurs à respecter les mesures annoncées par l'État du Sénégal concernant les prix. Pour cette campagne, les prix ne vont pas dépasser 250 francs sur le marché local. Moi qui vous parle, mes terres sont là, je n'ai pas encore récolté mes champs. Mais pour vous rassurer, sachez que tout le pays sera suffisamment approvisionné en oignons pour la fête de Korité. Nous sommes des citoyens, c'est pourquoi nous allons participer au développement du pays. dañuy defar comme ni ko président de la République waxee ba bor 250 kilos 50 francs le kilo loolu def nu satisfaire def baax ci lu. Le marché est déjà aux couleurs de la Korité, l'oignon, la pomme de terre, l'ail et produits alimentaires en quantité suffisante dans les magasins de dépôt comme au marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies. Reportage signé Maïmouna Ndiaye Modou Diop. De l'oignon en quantité suffisante disponible, plusieurs qualités. Fouta et Ngagne Baye, les préférés des consommateurs. Nous sommes au marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies. Tout dépend de la conservation. À part cet aspect, nous ne craignons rien. Si le produit est bien mûr, nous l'écoulons facilement sur le marché. Il nous arrive aussi d'acheter de l'oignon et après nous réalisons que la qualité n'est pas vraiment des meilleures. Ici, le produit est même écoulé en détail. Même constat pour la pomme de terre. La pomme de terre locale pourrit vite comparée à celle dite importée. Elle se conserve au maximum 20 jours. Le sac de 50 kg se vend aujourd'hui à 7 000 francs. Une préoccupation, les coûts pourraient-ils évoluer d'ici la fête de la Korité?
Le sac de 50 kg d'oignons coûte 7 000 francs. Nous ne souhaitons pas revivre le calvaire de l'année dernière. La pomme de terre était introuvable. Aucune assurance donc. Ce qui est sûr, ces vendeurs espèrent recevoir les clients en grande pompe à la veille de l'œil des huîtres. Ainsi, ils pourront faire des affaires. Les malfaiteurs continuent de dicter leur loi ASCAT Urbam. Les populations dans la psychose ne supportent plus ces vols à l'arraché, cambriolage ou agression avec armes blanches. Leur témoignage poignant dans ce reportage signé d'Issa Mardien. Ibrahima Diallo habite la SCAT Urbam depuis une quinzaine d'années. Ce retraité de la SNHLM connaît les moindres coins et recoins de son quartier. L'insécurité, l'homme la vit comme tous les habitants de la localité, même si ces derniers temps, il reconnaît qu'il y a de moins en moins de cas d'agression. Au début, quand même, on vivait beaucoup d'insécurité, mais après, nous avons essayé de nous organiser. Outfi ben ay cellule de gardiennage quoi. Bon, cellule de gardiennage est bien installée. Peut-être que c'est ce qui nous a un peu aidé à la diminution de l'insécurité. Aussi, bien sûr, avec les lampes, quand même, actuellement parce que vraiment le quartier est très bien éclairé. Un calme précaire et apparent sur une cité de la banlieue dakaroise, mais qui alimente toujours les inquiétudes. Matissaou en sait quelque chose. Cette mère de famille reste toujours hantée par le vol à l'arraché récurrent, le modus operandi des scooteristes. Des routes qui sont parallèles, telles que la route qui va vers la pharmacie Chalter et la route qui quitte le monument de Grand Yoff allant vers la foire. Et là, il y a toujours des agressions. Il y a des scooters qui passent souvent pour faire leur agression et qui disparaissent. Aussi, on dit que des fois aussi, les gens qui di récupérer poubelle yeeg yooyu des fois aussi mën nañu dugg ci biir kër yi léegi commettre de petits larcins quoi xam nga rek bu ñuy jël mbalit bi en même temps ñu am ay affaires yu ñuy jëlaale foofu waaw et aussi peut-être borom scooter yi waaw. Ibrahima Diop, lui, est commerçant établi à la SCAT Urbam. Des cas de vol et d'agression, le jeune homme en est témoin oculaire plusieurs fois. Récemment, un homme s'est fait tuer dans ce quartier suite à une altercation entre bandes en état d'ébriété. Vol à l'arraché, cambriolage, agression à l'arme blanche, SCAT Urbam continue de vivre dans la hantise des malfaiteurs. La baisse annoncée de l'insécurité à Dakar, pas encore une réalité dans le quartier. En politique, le retrait du projet de loi portant modification du code électoral diversement apprécié par la classe politique. Benoît Ensemble de l'APR approuve et espère un consensus entre acteurs sur les modalités d'application du parrainage. Quant à Bamba Ndiaye du Front patriotique pour la défense de la République, il dit ne rien attendre de nouveau du régime parce qu'il constate que le président de la République n'a jamais impliqué l'opposition dans ce projet de loi. C'est un sujet signé Mambiram Diouf et Mardien. Le retrait du texte initial pour un réglage des modalités d'application du parrainage est tout à fait normal d'après le chargé des élections à l'APR. C'est une procédure tout à fait normale qu'on a toujours vue, qu'on a toujours constatée. Quand une loi est introduite sur une question et que des changements doivent intervenir, le gouvernement a le devoir de retirer cette loi. Mohamedou Bamba Ndiaye a un avis différent. Le retrait de la loi portant révision du code électoral était inévitable, puisque le pouvoir, dans sa précipitation, avait commis l'erreur très grave de déposer un projet de loi de révision du code électoral en application d'une révision de la Constitution qui n'était pas encore intervenue. Estimant tout à fait claire la démarche du président Macky Sall de vouloir imposer un projet de loi favorable à son camp. Mais parce que Macky Sall refuse justement ce que nous lui demandons. Notre demande élémentaire consistant à avoir un cadre de discussion neutre et également à examiner l'ensemble des aspects du processus électoral. Il veut nous obliger à parler de ce qui l'intéresse. Toutes les questions liées à la collecte
donc, des signatures, les cautions liées donc au dépôt et au contrôle des listes, les questions liées au contentieux, que toutes ces questions-là, nous puissions les étudier et les introduire dans le code électoral. Le projet de loi modifiant le code électoral dont l'adoption en Conseil des ministres est attendue la semaine prochaine certainement sera consensuel, ajoute Benoît Sambou, prenant en compte les résultats des travaux de la commission ad hoc paritaire. Babacar Fall du GRADEC s'interroge sur la pertinence du retrait de ce projet de loi. Ce membre de la société civile s'attendait plutôt à ce que les conclusions de la commission ad hoc soient légiférées. On n'aurait pas dû retirer, on aurait dû laisser le projet de loi à l'Assemblée, puisqu'il y a une commission ad hoc chargée de discuter des modalités d'organisation du parrainage. Mais il faut voir que cette commission, les conclusions issues de cette commission ne lient pas les députés en réalité, parce que c'est des conclusions qui vont faire l'objet de propositions, de projets de loi qui vont être adoptés en Conseil des ministres et qui vont être soumis à l'Assemblée nationale. Il y a des missions qui ont été envoyées dans un certain nombre de pays, au Cap-Vert, en Pologne actuellement, et je pense qu'en Roumanie, pour s'inspirer un peu de l'exemple de ces pays. Bon, je pense qu'également cela est inutile. Nous, je pense que nous avons l'expertise nécessaire pour vraiment, sur ces questions-là, vraiment faire des propositions donc concrètes sur la base des bonnes pratiques. La polémique n'a pas sa raison d'être aux yeux d'un constitutionnaliste. Le professeur Abdoulaye Dieye, qui tente le jeu, parle plutôt d'un principe permettant aux acteurs de discuter des modalités d'application du parrainage. Ibou Diouf Mbaye Diouf. Après le vote de la loi sur le parrainage, le président de la République avait saisi le Parlement pour le retrait du projet de loi portant révision du code électoral. Chose faite, la loi a été retirée, mais ce principe de droit n'est pas compris par tous les Sénégalais. Mais le fait simplement d'avoir voté cette loi-là, ça ne suffit pas pour pouvoir appliquer le parrainage. Voilà pourquoi il y a une loi de modification du code électoral qui va permettre au moins de connaître les modalités. Une décision qui, de l'avis des autorités, vise à favoriser les échanges autour du parrainage pour déterminer les modalités d'application. Donc pour moi, c'est une incongruité de déposer et d'appeler après à des négociations, à des discussions. Parce que les discussions là, de ces discussions doivent réjaillir donc des idées, de nouvelles idées qu'il faut prendre en considération. Une commission composée d'acteurs, tous concernés par les élections, s'engage dans une sorte de benchmarking. L'idée est de s'inspirer des bonnes pratiques en la matière. Mais effectivement, ça montre simplement qu'on est en train de jouer avec le temps. Et ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'y avait pour moi aucune urgence à introduire immédiatement la loi sur le parrainage avec tous ces problèmes-là, parce que je vous assure, c'est facile de mettre en place le principe, la loi, mais les modalités, la preuve, on est allé jusqu'en Pologne pour essayer de savoir comment mettre ça, les modalités. Le Cap-Vert, tout ça. Le Cap-Vert, c'est moins de 1 million de personnes, donc c'est différent. La Pologne, c'est pas ici. Ça veut dire quoi? Qu'on a mis en place une loi, et c'est maintenant qu'on va réfléchir sur les modalités d'application de cette loi. Ça peut effectivement poser problème. Il faut dès lors patienter pour trouver le consensus concernant les modalités d'application de la loi du parrainage qui jusque-là peine à faire l'unanimité au sein des différents acteurs de la classe politique. Procès en appel de Khalifa Sall, Bamba Fall fustige la rapidité de la procédure. Le maire de la Médina dit y voir une tentative d'éliminer son camarade avant même le dépôt des candidatures pour la présidentielle. Bamba Fall s'exprimait cet après-midi à l'occasion d'une journée de prière dédiée à Khalifa Sall. Ses propos sont recueillis par Ibou Kane et Yao Gervais. Nous fustigeons cette course de vitesse qui tend à éliminer Khalifa Sall avant le dépôt des candidatures. Et ça se comprend. Pourquoi la justice va si vite et que d'autres dossiers sont là depuis des années qui ne sont pas vidés? Nous ne sommes pas d'accord. Nous invitons tous les Médinois, tous les Dakarois, tous les citoyens épris de justice et tous ceux qui ont une affection pour la liberté et pour Khalifa Sall de se mobiliser le 9 à 6 h du matin. N'est-ce pas, nous serons tous au tribunal pour soutenir Khalifa Ababacar Sall. Donc nous aimerions dès 7 h que le tribunal soit plein,
que quand Khalifa Sall entre dans la salle, voit que tout le monde est mobilisé derrière lui. Les archives nationales ouvrent leurs portes au public en cette veille de la célébration de la Journée internationale des archives, une occasion saisie par les archivistes pour expliquer l'importance de leur profession. Mais constat, les journalistes, par exemple, fréquentent rarement l'endroit. Un reportage signé Ibou Diouf Mbaye Diouf. Dans cette mine d'information, Paris-Dakar, l'ancêtre du quotidien national Le Soleil, allant à la recherche des premières heures de publication, de la page ou même des noms de certains journalistes. Quelques efforts et on tombe sur l'année 1935, une date historique dans l'histoire de la presse au Sénégal qui témoigne aussi de l'importance des archives dans la vie de tous les jours. Les archives sont essentielles à la vie d'une nation et à la vie des individus. Sans archives, les organisations et institutions physiques et morales deviennent amnésiques et sans identité, qui aide à retracer, à avoir l'ensemble des connaissances sur l'histoire d'une nation, d'un pays et d'un individu. Au Sénégal, la journée internationale est magnifiée chaque année. L'occasion est saisie cette fois pour échanger et retrouver ce pont de l'histoire des archives au Sénégal qui se trouve hors du pays. Nous avons le comité mis en place par le chef de l'État est en train de préparer des missions de collecte de ce type d'archives à l'étranger. Et il y a aussi l'aspect politique parce que ce sont des négociations qui se tiennent au lieu et que la direction des archives matérialise. Les archives auxiliaires de la mémoire collective, toute une documentation mise à la disposition de l'administration, des chercheurs et des étudiants. Autre défi à relever, comment inciter par exemple les professionnels des médias à s'approprier de toute cette richesse. Bon, ça peut être parfois par méconnaissance aussi, parce que quand on ne connaît pas, on peut ne pas connaître et donc par conséquent, les sources d'information peuvent nous échapper. Mais pour nous autres qui ont été formés à l'EBAT, nous savons déjà qu'au niveau des archives nationales, c'est une mine d'or qui peuvent aider sur plusieurs plans le journaliste. Journée internationale des archives, les archives nationales ouvrent ses portes au grand public. Sur place, beaucoup de piles de documents gardés jalousement. Une grande partie de notre histoire à nous-mêmes, parfois douloureuse, se trouve ici. Le patrimoine archivistique de Sembène Ousmane bientôt valorisé. Une annonce du porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, est persuadé que cette initiative va permettre aux Sénégalais de mieux connaître le célèbre cinéaste à travers sa production cinématographique. Nous célébrons, je crois, l'anniversaire de la disparition de Sembène Ousmane, qui est à l'origine d'un patrimoine archivistique très important et qui intéresse beaucoup d'institutions, des universités américaines et d'autres types d'organisations souhaiteraient avoir des droits sur ces archives. Donc ce sont des questions qui sont en discussion et en réflexion. Tout ça pour illustrer l'enjeu que représentent les archives, l'enjeu que représente également la conservation de celles-ci, mais tout le défi que représente la valorisation des archives au profit de la nation sénégalaise. Le processus d'élaboration et de validation des instruments juridiques de la ZLECA est en cours. C'est la zone de libre-échange continentale. Le comité technique spécialisé s'est réuni ce matin à Dakar. Plus de détails avec le ministre sénégalais de la Justice, le professeur Ismaël Madior Fall, au micro de Fatou Bintou Kanté. La signature des premiers instruments à Kigali, l'Afrique a démontré à la face du monde qu'elle a résolument décidé de prendre en charge son destin par la création d'un marché commun. Mesdames et messieurs, la volonté de nos chefs d'État de créer ce marché commun africain est suffisamment révélée par cette haute décision instituant la ZLECAf. Grâce à cette volonté politique, l'Union africaine, longtemps perçue comme une organisation d'intégration politique, est en phase de devenir une organisation d'intégration économique, voire juridique, avec l'adoption de règles communes de gestion du commerce intra-africain. La réunion du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques à Dakar, qui fait suite à celle des ministres en charge du commerce, s'inscrit dans la droite ligne des assises de Kigali. Il s'agit encore d'aller de l'avant en parachevant
un autre grand secteur des négociations. En effet, les protocoles adossés à l'accord cadre doivent être complétés par des annexes et appendices. Il s'agira pour nous, à la suite de nos collègues en charge du commerce, d'examiner et de préparer les annexes devant être soumis à la signature. En football, le Sénégal a perdu en amical 2-1 face à la Croatie cet après-midi. Les Lions avaient pourtant ouvert le score par Ismaïla Sarr avant d'être renversés contre Andy Cheikh-Sadibou Diarra et Abdoulaye Der. Les Lions du Sénégal s'inclinent face à la Croatie pour leur deuxième match de préparation du Mondial 2018. Disposé encore une fois en 4-2-3-1 en première mi-temps, l'équipe du Sénégal a connu 5 changements dans son 11 de départ par rapport au dernier match face au Luxembourg. Lamine Gassama, Salif Sané, Youssouf Sabaly, Abdoulaye Diallo en défense, Diafra Sakho et Sadio Mané en attaque étaient titulaires face aux Croates. Pour son retour, Sadio Mané portait le brassard de capitaine en l'absence de Kouyaté. Porté par ses joueurs de couloir, Ismaïla Sarr et Sadio Mané, disponibles et percutants, les Lions ont légèrement dominé les Croates en se créant 2 belles occasions gâchées par Sarr et Diafra Sakho. Pas de but à la pause. À la reprise, les Lions ont continué à attaquer Modric et compagnie et sur une de leurs balles arrêtées, Alfred Ndiaye a parfaitement servi Ismaïla Sarr qui a ajusté le gardien croate pour ouvrir le score à la 50e minute. Sénégal, juego vertical, juego como le gusta a Aliou Cissé, Ismaïla Sarr. Les Croates, comme réveillés par ce but encaissé, sont passés tout près de l'égalisation, mais Abdoulaye Diallo, d'une claquette, a sorti la balle à la 57e minute. Mais il ne pouvait rien faire sur le coup franc dévié de Perisic, c'était à la 64e minute. Marca Croacia con toda la fortuna del mundo. El tiro de... Même constat à la 75e minute face à Kramaric qui a conclu un cafouillage. Capitaine Sadio qui a trouvé la transversale, Salif Sané puis Cheikh Ndoye auront les opportunités pour égaliser, mais en vain. Finalement, le Sénégal s'incline par 2-1. La seconde parte, Croacia 2, Sénégal 1. En plus bref, le Japon, deuxième adversaire du Sénégal lors de la Coupe du Monde, a également perdu son match amical face à la Suisse. Score final 2-0. La Pologne également joue contre le Pérou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Pologne qui est également adversaire du Sénégal. Dans la rubrique présentation des groupes, la poule C à l'honneur ce soir. Elle est composée de la France, du Danemark, de l'Australie et du Pérou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, bien si l'élément est prêt, avec Abdoulaye Der. L'Europe aux révélateurs sud-américains et océaniques. C'est ainsi que l'on peut qualifier la composition du groupe C du mondial Russie 2018. Championne en 1998 chez elle, la France est la tête d'affiche de cette poule et une candidate sérieuse au titre. Les Bleus, au potentiel énorme, peuvent compter sur leurs stars Paul Pogba et Antoine Griezmann pour un sacre lors de leur 15e participation. Le Danemark, pour sa 5e participation au mondial, espère égaler ou mieux faire que sa meilleure performance, une place de quart de finaliste en 1998. Son principal atout, la qualité technique de ses joueurs et surtout son métronome, Christian Eriksen de Tottenham. L'Australie affiche également cette ambition pour sa 5e participation en phase finale de Coupe du Monde avec son expérimentée équipe menée par l'inusable Tim Cahill. Le représentant de l'Océanie veut atteindre au moins les 8e de finale. Le Pérou est à prendre au sérieux dans cette poule. Ce pays sud-américain qui retrouve le mondial après 36 ans va jouer sa carte à fond pour sa 5e participation. Porté par son duo d'attaquants Paolo Guerrero et Jefferson Farfan, le Pérou est une sélection solide et réaliste, capable de surprendre n'importe quelle équipe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la TFM.